Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 18 avril 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Il me fait plaisir d'être avec vous pour vous informer de l'actualité témiscamienne. Alors, cette semaine, à Infothémis, nous avons la route 382 complètement fermée entre Lac-Tulipe et Belle-Terre. La fonderie Horn conteste les exigences du gouvernement. Témiscamingue First Nation et Parc Canada dévoilent les artefacts trouvés à Fort Témiscamingue. La relève agricole mise en danger. La seule cabane à sucre du Témiscamingue a dû fermer ses portes. 173 millions sur 2 ans seront consacrés au réseau routier de l'Abitibi-Témiscamingue. Et plusieurs autres nouvelles. La route 382 entre Belle-Terre et Latulippe et Gabouri est complètement fermée à la circulation. Lundi dernier, un ponceau a été emporté en raison de la crue des eaux. La route a été complètement sectionnée. Le maire de Belle-Terre, Bruno Boyer, mentionnait que vers 8h30 lundi matin, le niveau d'eau est monté très rapidement en bordure de la route. Il y avait un ponceau, mais celui-ci était bloqué, alors l'eau est montée et a passé par-dessus la chaussée. Environ 1 heure après, le pavé a cédé. La route a cédé sur environ 30 à 40 pieds de long, explique le maire de Belle-Terre. C'est situé à l'ouest du lac à la Vase, pour ceux qui connaissent ce coin-là, où la route s'est complètement fracturée, décrit Nicole Gaulin, responsable des communications pour le ministère des Transports. Elle assure que les travaux seront faits de toute urgence, mais le remplacement du ponceau et la réparation de la chaussée pourraient prendre plusieurs semaines. Les citoyens du secteur devront donc faire un détour de 27 km et passer par La Force et Moffett. Le maire de Belle-Terre parle d'environ 45 minutes supplémentaires pour un aller-retour. Bruno Boyer s'inquiète davantage pour les services d'urgence et le transport scolaire. C'est une route en gravier entre La Force et Belle-Terre, fait-il observer. Le chemin est quand même potable. Moi, c'est surtout l'ambulance, dit-il. On est desservi par l'ambulance à Belle-Terre. Eux, ça leur occasionne un détour s'il y a une problématique à La Tulipe ou même à Fugerville. Au moment d'écrire ces lignes, le ministère des Transports disait ignorer combien de temps la route sera fermée. Fonderie Horn, des exigences environnementales trop sévères et sans fondement scientifique pourraient causer la fermeture de la fonderie Horn, a soutenu l'entreprise Glencore dans le cadre de ses échanges avec le ministère de l'Environnement quant au renouvellement de son autorisation ministérielle. Le document présenté le 16 mars dernier à Rouyn-Noranda a finalement été rendu public le 12 avril. La multinationale Glencore a aussi mis en jeu ses investissements visant à améliorer la qualité de l'air à Rouyn-Noranda, estimé à environ 500 millions de dollars, mentionnant qu'une telle démarche deviendrait incertaine si le gouvernement impose des obligations non fondées sur la science. À plusieurs occasions, la fonderie Horn remet aussi en question la validité scientifique des études de santé publique concernant la surexposition de la population aux contaminants atmosphériques, faisant notamment appel aux avis de firmes d'experts privés. Les commentaires de l'entreprise ont d'ailleurs porté fruit puisque Québec a accordé de nombreuses concessions dans le cadre de la révision de son autorisation ministérielle entre sa première version et la version finale présentée le 16 mars dernier à Rouyn-Noranda. La fonderie Horn devrait présenter son plan avant le 30 novembre 2026. Elle aura finalement jusqu'au 31 décembre 2027 pour le faire afin de permettre la prise en compte des gains réalisés par les travaux de l'entreprise qui devraient normalement se terminer le 1er septembre 2027. Dans ses commentaires, Glencore soutenait que la création d'une zone tampon est indispensable si l'on espère atteindre la norme de 3 nanogrammes par mètre cube au cours de la prochaine décennie. Un éloignement de la station de surveillance est toujours envisagé. Selon l'entreprise, il serait par ailleurs impossible d'atteindre plus rapidement la norme québécoise pour la date prévue en raison de la pénurie de main-d'œuvre
pour réaliser les travaux majeurs évalués à plus de 500 millions de dollars. La fonderie Horn soutient que ces nouvelles obligations qu'elle qualifie d'arbitraires monopoliseraient les équipes qui seraient normalement affectées à la réalisation des travaux de réduction des émissions atmosphériques. Ces exigences ont tout de même été maintenues par Québec. Des artefacts autochtones sont retournés à leur communauté pour une exposition de 2 jours. Des dizaines d'artefacts autochtones ont été dévoilés jeudi dernier pour la première fois au grand public dans la Première Nation de Témiscamingue, près de Notre-Dame-du-Nord. La majorité des objets ont été découverts en 1971 lors de fouilles archéologiques au lieu historique national d'Aubajuan, Fort-Témiscamingue. L'exposition des artefacts provenant de la pointe du Fort Témiscamingue revêtait d'une importance toute particulière pour Diana Wabi, l'une des organisatrices de l'événement. Ce sont 2 jours très importants pour nous. Ces artefacts ont été manipulés et fabriqués par nos ancêtres. Leurs esprits sont de retour à la maison, témoigne-t-elle. La découverte d'une pièce provenant d'une pipe à tabac l'a particulièrement intriguée puisqu'il en utilise fréquemment lors de cérémonies. Il y a une histoire dans chacun de ces artefacts et si on prend le temps de les découvrir, ce sont de très belles histoires, considère Diana Wabi, également auteure. Ce sont des artefacts qu'on ne voit pas habituellement, qui sont dans des boîtes conservées dans des conditions optimales par Parcs Canada. On est bien content de les sortir aujourd'hui pour qu'ils puissent enfin se faire voir, mentionne le gestionnaire du lieu historique national d'Aubajuan, Fort-Témiscamingue, Simon Lacaire. Il nous explique comment Parcs Canada, en partenariat avec la Témiscamingue First Nation, ont rendu possible la cueillette et la conservation de ces artefacts et les rendre disponibles pour une exposition. TV Témis était sur les lieux. Ernest a recueilli ses commentaires. Écoutons-le. Alors, je suis en présence de Simon Lacaire de Parcs Canada. Bonjour. Bonjour, Ernest. Oui, je suis gestionnaire du lieu historique national d'Aubajuan, Fort-Témiscamingue depuis 2021. Puis l'activité qui se déroule ce soir, c'est une activité toute particulière. C'est une exposition d'artefacts qui ont été découverts dans le lieu historique il y a plusieurs années, puis qui est entreposé par Parcs Canada dans des réserves à l'extérieur de la région. Pourquoi la raison, pourquoi ils ne sont pas ici, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le centre d'exposition pour tous les afficher. Donc, c'est un peu une démarche, nous, qu'on a fait avec la communauté de Témiscamingue First Nation pour, en fait, première étape pour peut-être un jour de est-ce qu'on les rapatrie ou pas. Okay. Mais c'est un peu un essai pour faire connaître les artefacts à la population. OK. Et c'est un partenariat que vous avez, Parcs Canada, avec la réserve Témiscamingue First Nation, je crois? Oui, c'est un partenariat qu'on a développé depuis, ça remonte à plus de 20 ans, cette volonté-là de gérer le site en partenariat. Okay. On appelle ça la gouvernance partagée. Donc, ça émane de la découverte du cimetière autochtone début des années 2000. Puis, finalement, ça a abouti récemment en 2019. Puis, le comité a été mis en place assez récemment. Ça fait à peu près 2 ans qu'il est actif. Okay. Puis, c'est des gens de la communauté de Témiscamingue First Nation. Okay. Je peux les nommer. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Alison McBride, Cathy Paulson, Colleen Paulson, puis il y a aussi Diana Wabi qui remplace Hank Rogers. Puis du côté du Témiscamingue, parce que le côté Témiscamingue aussi est représenté, c'est nommé par Parcs Canada puis la Société d'histoire. Il y a Claire Bolduc, Claude Gagnon et Jean Cotton. Puis le 4e, c'est un employé de Parcs Canada qui s'appelle Daniel Baudin, qui est en fait mon supérieur. On se souvient quand ils ont voulu rénover le parc de Fort-Témiscamingue, il y avait des nouvelles constructions, ils ont dû faire de l'excavation, et ils ont trouvé des choses. Alors, c'est à partir de ce moment-là que je crois que ça a commencé l'intérêt pour les artefacts. Oui, on a pris conscience de l'importance de la dimension autochtone, qui n'était pas encore... l'animation n'était pas basée nécessairement sur la présence autochtone, plus sur le commerce de la fourrure. Okay. Donc, l'aspect autochtone prend plus de place maintenant parce qu'elle a toute son importance. Parce que les artefacts, il y en a qui remontent à 6000 ans. Donc, ils fréquentaient le site depuis longtemps. Puis c'est un peu ça, on veut mettre en valeur, on veut mettre en lumière cet aspect-là qui est un petit peu moins connu.
Donc, on va développer dans les prochaines années la thématique qui est plus algonquine, puis tout en continuant avec le Fort Témiscamingue. Donc, au Badjiwan, Fort Témiscamingue, Okay. ça va aller comme, ça va évoluer comme en continu ensemble. OK. Et c'est un partenariat qui est heureux ensemble? Oui, c'est un partenariat qui est heureux. On a un comité qui est, on est chanceux qu'on a des personnes d'expérience, puis ça marche par consensus. Les gens parlent, puis on s'entend sur des visions. Parce que le comité, il n'est pas comme dans l'administration du site au jour le jour, ils sont plus dans la grande vision, vers où on s'en va dans les prochaines années. Puis je peux vous dire que le monde s'entend bien, puis c'est encourageant pour le futur. Justement, pour les prochaines années, est-ce qu'il y a d'autres projets de fouilles, de faire des recherches? Pas pour l'instant. Il y a eu quelques fouilles l'été dernier parce que les anciennes cheminées ont été refaites à neuf. Donc, il n'y a pas eu de découverte importante, mais ça pourrait être dans le futur, il pourrait y avoir d'autres fouilles, là. C'est sûr, c'est quelque chose qui pourrait intéresser la communauté ici, à en connaître un peu plus sur leur histoire, puis nous aussi. Mais comme projet concret, on peut dire que cette activité-là, aujourd'hui, d'Artefact, c'est la première qui est davantage concrète, qui émane du comité fiduciaire. Est-ce qu'on a des chances de voir ces artefacts lorsqu'on va les visiter au Badjiwan, Fort-Témiscamingue? Malheureusement, pas pour cet été, mais sont accessibles aujourd'hui. Ils vont repartir dans quelques jours. Mais peut-être dans le futur, on pourrait les rapatrier, soit dans la communauté ici à Témiscamingue First Nation ou encore au lieu historique. C'est à voir avec les gens là, de la communauté. Alors, Simon Lacquer, merci beaucoup pour ces informations. Merci. Des objets de plusieurs milliers d'années y étaient exposés. Des perles de verre d'origine européenne probablement et des pendentifs créés à partir de chaudrons de cuivre étaient présentés, ainsi qu'une tête de hache et des cônes clinquants datant des 18e et 19e siècles. Les perles de verre servaient de monnaie d'échange. Même chose pour les chaudrons en cuivre, explique l'archéologue Michel Plourde de Parc Canada. L'échantillon le plus représentatif de la collection de 25 000 objets découverts a été apporté pour l'occasion, précise l'archéologue. Les pointes de flèches, on en a deux, et il y en a une qui pourrait dater de 6 000 ans. C'est un des objets les plus intéressants sur le site, estime Michel Plourde. Ernest a recueilli ses commentaires. Écoutons-le. Alors, je suis en présence de M. Michel Plourde, archéologue de Parc Canada. Vous êtes basé à Québec, je crois? Moi, je suis basé à Québec, effectivement. Et vous êtes parti de Québec pour venir nous montrer les trouvailles qui ont été faites au Badjiwan, Fort-Témiscamingue. Absolument. À la demande de la communauté First Témiscamingue Nation, donc on est arrivé ici avec quelques échantillons des objets les plus représentatifs de la collection qui a été découverte sur le fort. Et puis, ce sont des objets qui sont rattachés à l'occupation autochtone du site. C'est des objets qui ont été trouvés il y a plusieurs années ou quoi? Oui, la majorité des objets qui ont été découverts, qui sont présentés ici, ont été découverts dans les années 70. Il y a eu des fouilles qui ont été menées par une grosse équipe d'archéologues qui voulaient documenter l'occupation du fort comme tel, donc l'occupation française et l'occupation britannique. Ils voulaient retracer les bâtiments, ils voulaient aussi avoir des informations sur les échanges, les modes d'échange, etc. Et puis, en faisant leurs fouilles, ils ont découvert des artefacts autochtones. Donc, ce sont des artefacts qui sont associés à des occupations qui sont beaucoup plus anciennes, donc qui précèdent l'occupation du fort. Est-ce que ces artefacts peuvent contribuer à écrire l'histoire, à définir des époques? Absolument. Alors, on a des artefacts qui datent d'aussi loin que 6 000 ans avant aujourd'hui. Ah oui? Ce qui montre qu'il y a eu une présence autochtone sur les lieux à cette époque-là. Et on a aussi des artefacts qui sont un petit peu plus récents, donc qui datent d'environ 3 000 ans, 2 000 ans, 1000 ans, et d'autres qui datent de la période de contact et de la période aussi de l'occupation du fort. Donc, il y a eu des artefacts qui parlent vraiment d'échanges entre Autochtones et Européens. Donc, il y a des artefacts aussi qui ne sont pas autochtones. C'est des Européens qui ont passé, qui ont laissé des choses. Oui, absolument. Bien, les Européens ont bâti le fort, ils l'ont occupé. Donc, ils ont laissé beaucoup d'artefacts qui ne sont pas présentés ici parce que le but de la présentation, c'est de montrer, en fait, les artefacts autochtones à la communauté autochtone. Tous ceux qui ont passé par là. Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous les présenter
Certainement, oui. Bien, alors ici, on a des perles de verre, donc de différentes couleurs et de différents formats. Ce sont donc des objets qui étaient très, très prisés par les Autochtones. Alors, ça servait de monnaie d'échange. Ah oui? Alors, les Européens les fabriquaient en Europe, ils les apportaient avec eux et ils pouvaient échanger les perles contre des pots, par exemple, ou de la nourriture. Donc, c'était une monnaie d'échange. Et ça servait aussi comme élément décoratif. Donc, les perles étaient tressées ou tissées et cousues sur les mocassins, sur les vêtements, sur les mitaines, par exemple. Alors, ce sont des objets très, très différents. Et les perles les plus grosses qui sont ici, là, sont les perles qui sont probablement les plus anciennes puis qui pourraient dater d'environ 300 ans. OK. Ça venait d'Europe. Ça venait d'Europe, c'était fabriqué dans des ateliers, des ateliers soit en Italie, en France, par exemple. Là. Ce sont des recherches qu'il faut faire, donc on pourrait être en mesure éventuellement de déterminer où ça a été fabriqué. OK. Puis il y en a aussi des très, très petites qui sont minuscules, qu'on peut voir ici. Alors, ces perles-là là, sont beaucoup plus récentes. On parle peut-être de 200 ans environ. OK. Donc, voilà des exemples. Alors, il y en a des milliers sur le site. On en a trouvé, les archéologues en ont trouvé au-delà de 3500. Ah oui. Et donc, étant donné que le site n'a pas été fouillé au complet, il pourrait y en avoir encore plus. Là. On pourrait augmenter le nombre là, à plusieurs milliers. OK. Et puis ici, donc, là, on remonte dans le temps. On fait un saut d'à peu près 1000 ans dans le temps. OK. Alors ici, on a de la céramique. Ce sont des tout petits fragments de céramique. Alors, ce sont des fragments de poterie, des pots, qui servaient à la cuisson. OK. Alors, ces pots-là, évidemment, étaient fabriqués avec de l'argile, étaient cuits probablement sur place, mais à force de les utiliser, bien, les pots cassaient, se fragmentaient. Ou ils étaient échappés puis cassaient à ce moment-là sur le sol. Et nous, on doit reconstituer le casse-tête, là, parce qu'on peut se retrouver avec des centaines de morceaux. Et puis, on est capable, dans certains cas, de les recoller puis de reconstituer le vase dans sa forme originale. OK. Fait que c'est un gros défi, c'est un travail de conservation puis de restauration là, qui demande beaucoup de temps, mais qui nous renseigne aussi sur l'âge des pots, parce que les décorations changent avec les époques. Alors, tel type de décor correspond à environ telle époque, là. J'imagine que vous pouvez les comparer avec d'autres régions aussi. Là. Il y a eu d'autres fouilles ailleurs. Exactement. Bien, c'est comme ça souvent qu'on procède. Donc, on compare les pots entre eux, les décorations entre eux. Puis, il y a certaines régions où il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques avec des datations au carbone 14 qui sont très précises. Alors, on peut savoir que tel vase décoré de telle façon date d'environ 2000 ans avant aujourd'hui ou 1000 ans avant aujourd'hui. OK. C'est bien. Et puis, ces vases-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur, la paroi intérieure, souvent, il y a une croûte carbonisée qui adhère, là, ça colle. C'est les aliments de cuisson qui collent sur la paroi intérieure parce que les pots n'étaient pas nécessairement récurés, lavés à chaque fois. Puis, on peut faire des analyses spécialisées, donc qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui a été cuit dans les vases. Est-ce que c'était du poisson? Est-ce que c'était de l'orignal, du castor, du maïs, par exemple? OK. Alors, ça nous permet de savoir ce que les Autochtones mangeaient, en tout cas les aliments qui faisaient bouillir. Est-ce que c'est une pointe, ça, ici? Ça, c'est un éclat de pierre, en fait, qui a servi comme couteau pour trancher la viande ou travailler les peaux. Et puis, ça aussi, on peut faire des analyses particulières, on appelle ça de la tracéologie. On peut étudier des traces avec un microscope, on peut savoir, avec l'expérimentation, si ça servit à couper de la viande ou inciser des os. OK. Alors, c'est ça. Donc, on peut aller assez loin, là, des fois, dans la fonction des objets. OK. OK. Ça, ici, ce sont des déchets de taille de la pierre. Alors, quand les Autochtones fabriquaient leurs outils en pierre, ils partaient d'une masse de pierre, puis ils la frappaient avec une autre pierre pour obtenir ce qu'on appelle des éclats. Puis, à partir d'un éclat, ils pouvaient faire tailler, en fait, donner la forme à un éclat d'une pointe de projectile comme ça. Et quand on taille la pierre, bien, ça fait des déchets. Oui. Beaucoup de déchets. Et ça, on en retrouve des milliers sur les sites. Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde le type de pierre, on peut établir la provenance dans certains cas, la source de la pierre. Et dans ce cas-ci particulier, on parle d'un quartzite qui vient probablement de la région du Grand Lac Mistassini. Alors, ce qui veut dire que les Autochtones qui habitaient au Fort Témiscamingue obtenaient
de la pierre qui venait de la région du Grand Lac-Mistassini. On pouvait voir les voyages qu'ils faisaient. Peut-être des voyages, sinon ce sont des échanges avec les groupes qui étaient là à l'époque. Donc, il y avait des contacts, les gens voyageaient, ils s'échangeaient de la matière première, puis il y avait aussi des mariages entre différents groupes là, distants. Et ça, c'est pas des points de flèche, Ça, c'est des points de lance. En fait, c'est des points de flèches. De flèche, Quand gros on a de ce même. format-là, Ah oui? c'est le maximum là, qu'on peut atteindre. Là. Plus gros que ça, ce sont des lances, mais ça, ce sont des pointes de flèches tirées avec un arc. OK. Puis encore ici, d'après la forme, avec la forme particulière, les formes changent avec les époques. On peut les dater relativement de façon précise, comme cette pointe-ci. Cette pointe-ci qui est là, ben, elle pourrait dater de 3000 ans, par exemple, peut-être même plus. OK. Alors ça, Hey. ce sont des indices là, de l'âge des sites. Puis il y a différents outils là, qui sont moins évidents, comme ça ici. On appelle ça une pièce esquillée. Ça servait probablement à fendre les ossements d'animaux, là, des os longs, pour aller chercher la moelle. OK. Ou pour faire des outils en os. Donc, on taillait les os, puis on en faisait des outils. Même chose pour ça ici. Un fragment là, de pierre là, qui est assez coupant. Alors, ça pouvait servir de couteau ou ça pouvait servir pour gratter les peaux. On voit que ça vient d'une autre région, ça vient pas d'ici. Ça ne vient pas d'ici. C'est souvent des pierres qui sont importées, donc obtenues par l'échange. Alors, les sources de pierres, il y en a beaucoup partout au Québec. Il y en a vers le sud, du côté des Appalaches. Puis il y en a aussi du côté du Grand Nord, là, dans le secteur de Fermont, par exemple. Il y en a au Labrador. Oui. Alors, on a aussi... Là on a remonté beaucoup dans le temps, mais là, on revient à la période historique, vers les années, je vous dirais, entre 1700 et 1800. Là. Donc ça, c'est une belle hache en fer. Que vous avez trouvé... En fait, que les archéologues ont trouvé en 1971. C'est une hache en fer. Et puis, on appelle ça une hache de traite parce qu'il y avait beaucoup de commerce sur le site. Et les Européens apportaient ces haches-là spécifiquement pour la traite. Ils les fabriquaient en Europe pour les échanger avec les Autochtones pour recevoir des pots de castor, de la nourriture, par exemple. Donc, c'était aussi une monnaie d'échange. Est-ce qu'elle a été datée? Bien, en fait, de par sa forme, on peut penser qu'elle date entre 1700 et 1800 environ. OK. Peut-être un peu avant, même peut-être 1650. Mais en fait, la collection n'a pas fait l'objet... a fait l'objet d'une analyse, mais on pourrait pousser davantage l'analyse si on voulait. Là. On pourrait même passer ça à travers des rayons X pour savoir comment ça a été fabriqué, comment ça a été plié. Parce que c'est du fer qui est forgé, plié. Des métaux qu'il y a dedans. Absolument. Ça se fait aussi. Donc, on peut aller chercher de l'information à ce niveau-là. C'est quoi? Ça ici, c'est un fragment de fourneau de pipe. Alors, on voit le baril, là, c'est un fourneau. OK. C'est un fragment, donc la pipe est cassée. OK. Donc, on ne l'a pas dans son entièreté, ce qui est dommage. C'est comme ça. Alors, c'est une pierre qui a été là, en fait, c'était creusé avec un outil probablement en métal, donc une espèce de vrille ou de drill, là. Alors, c'est probablement des Autochtones qui l'ont fait pour leur usage personnel. Donc, ils fumaient le tabac, c'est une des preuves. Et ça aussi, ça pourrait être aussi un objet d'échange. Donc, on ne le sait pas, là. Oui. Et ça serait peut-être la base d'une pipe. Là, on a affaire à des tout petits fragments, donc c'est difficile là, de concevoir ça, mais c'est peut-être la base d'une pipe. OK. Donc, un motif décoratif qui était ici. Ici, ça, c'est une pointe... Ah, excusez, pas une pointe, c'est un fragment de tuyau de pipe qui est en argile, une pipe d'argile blanche. Alors ça, ces fragments-là, on en trouve par centaines sur le site. Là. Il y en a beaucoup. C'est un os. Ah ben oui, ça peut ressembler à un os, effectivement. Puis les pipes, là, des pipes de plâtre, là, des fois, les tuyaux étaient longs comme ça. Donc, les fumeurs avaient la pipe au bout du bras. Alors ça, c'est un bel exemple. Puis dans certains cas, ben c'était coupé en plus petits morceaux. Puis ils pouvaient faire des perles avec ça, des perles de céramique, OK. en fait, d'argile. Ici, Il était habile? Bien, il était très habile. Il transformait beaucoup de matières premières pour leurs besoins personnels. Puis dans certains cas, comme dans ce cas-ci, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a affaire à du cuivre. Et ce cuivre-là a été extrait d'un chaudron. OK. Un chaudron en cuivre apporté par les Européens. Alors, de temps en temps, les chaudrons de cuivre servaient à faire des ornements, des bijoux. Des bijoux.
Alors, ils découpaient le cuivre peut-être en lamelles, puis ensuite, bien, c'était travaillé, c'était martelé, puis ça a été percé sur l'extrémité là, pour en faire un pendentif. Ça ici, ça peut-être été fait sur place, au fort même, peut-être, on ne sait pas. Puis ici, on a aussi un pendentif là, qui est assez élaboré, qui a été sûrement fabriqué par un orfèvre ou un artisan en Europe, qui a été apporté par les Européens, qui a peut-être été porté par les Européens, on ne le sait pas. C'est probablement un alliage métallique, une sorte de l'étain ou un alliage quelconque. Alors ça, c'est un objet qui est quand même assez esthétique. Puis peut-être qu'il y avait une grande valeur, mais ça, on ne le sait pas. On ne sait pas qui le portait, qui l'avait. Est-ce que c'est un Européen ou un Autochtone? Ça a été trouvé dans le sol ici, là, à Fort-Témiscamingue? Oui, à Fort-Témiscamingue, dans moins d'un pied de sol. OK. Oui, en fait, tous les artefacts se trouvaient là, à peu près à un pied et demi de la surface. Oui. Super. Même chose ici, 3 éléments qui sont assez semblables. On appelle ça des cônes clinquants. Alors, les cônes clinquants, ce sont des décorations qui étaient portées sur les vêtements. Puis comme il y en avait plusieurs collés les unes sur les autres, ça clinquait, ça faisait un bruit clair. Donc, c'est un élément décoratif là, qui était très, très prisé. Puis encore une fois, c'était fait à partir de cuivre de chaudron. Alors, on en a trouvé une quinzaine sur le site. Là. Quand je dis « on », c'est pas moi. Ce sont les archéologues qui étaient là dans les années 70. Alors, il y en a plusieurs comme ça. Donc, ça parle vraiment de mode décoratif, vestimentaire par les occupants autochtones. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut penser que ces artefacts vont être exposés au Fort Témiscamingue? Ça, si vous me posez une bonne question, il faudrait demander au responsable du site, qui est Simon. OK. Oui, ça, c'est à discuter. Alors, M. Michel Plourde, merci beaucoup de votre temps et d'avoir donné toutes ces belles explications. Merci je vous beaucoup. en prie. Merci à vous. Diana Wabi espère bien qu'un jour la collection revienne en permanence au Témiscamingue. C'est plus de 6000 ans d'histoire qui sont racontés par ces artefacts. Parc Canada sont les gardiens de nos artefacts pour le moment, dit-elle. Mais dans le futur, nous regardons pour que notre communauté ait une installation qui serait tempérée, avec une humidité contrôlée et des personnes entraînées pour prendre soin des artefacts sur notre propre territoire, signale Diana Wabi, qui s'est investie dans la tenue de l'exposition. Des groupes scolaires du Témiscamingue québécois et ontariens ont pris part aux journées d'exposition. Une centaine de personnes autochtones et allochtones ont assisté à la soirée officielle où un repas traditionnel était également offert. L'Union des producteurs agricoles, l'UPA, et la Fédération de la relève agricole affirment que le contexte économique actuel plombe la situation financière de bon nombre de fermes québécoises et vient refroidir la relève. Le coût de transport est particulièrement difficile à assumer pour les producteurs des régions éloignées, souligne Pascal Rowe, président de l'UPA en Abitibi-Témiscamingue. Pour une région comme la nôtre, le prix du pétrole est vraiment une grande problématique. Ça vient impacter énormément la plupart de nos producteurs. Je sais que c'est complexe, mais les compagnies pétrolières sont celles qui ont fait le plus d'argent dans les 2 dernières années avec des profits records. Je pense donc que le gouvernement, par la Régie de l'énergie, a le droit d'aller fouiller là-dedans. Soutient-il. M. Rowe estime que le gouvernement du Québec manque d'écoute en ce moment. Ce gouvernement doit ouvrir les yeux pour reconnaître qu'il y a une problématique parce qu'on occupe le territoire, on a un paquet d'entreprises partout à la grandeur du Québec, mais il faut les supporter dans un moment de crise, fait-il valoir. On le sait, le consommateur a subi des hausses avec une inflation de 11 %. Pour les entreprises, c'est près de 30 %. À un moment donné, tu ne peux pas fonctionner très longtemps dans un tel contexte. Dans 10 ans, plus de 40 % des agriculteurs canadiens auront pris leur retraite et 66 % des producteurs n'ont aucune relève de prévue selon un rapport. L'agriculture du Canada est sur un point de vivre l'une des plus grandes transitions de son histoire, résume le document. C'est absolument inquiétant. Ce sont des chiffres qu'on voit depuis plusieurs années
et on tente de sonner l'alarme comme différents groupes sur le vieillissement de la population. Souligne Megan Jerry, productrice laitière et membre de l'exécutif de la Fédération de la relève agricole du Québec, en réaction au rapport préparé par la Banque royale du Canada, le Boston Consulting Group Center for Canada's Future et la Rel Food Institute de l'Université de Guelph. En plus de vieillir, le bassin d'agriculteurs ne cesse de rétrécir au Canada. Entre 2001 et 2021, ils sont passés de 346 000 à 262 000. Ce manque de relève s'ajoute à la pénurie de main-d'œuvre déjà problématique dans le secteur. D'ici 2033, il pourrait manquer 24 000 travailleurs. Devant ces constats, le rapport fait quelques recommandations. Être agriculteur, c'est un mode de vie, c'est un choix qu'on fait qui demande beaucoup d'efforts et de travail. C'est aussi une mission qui doit être encouragée et valorisée. Et les outils ne sont pas nécessairement en place ou adaptés pour permettre de prendre la relève facilement, indique la productrice laitière en accord avec celui-ci. L'immigration est-elle une solution? Megan Jerry, présidente du syndicat de la relève agricole en Abitibi-Témiscamingue, préconise la mise en place de politiques facilitant l'accès aux terres agricoles. Ça coûte cher d'acheter une ferme, sans parler de l'accès à la terre qui est un gros morceau un peu partout au Québec. Elle croit que le gouvernement québécois devrait s'inspirer du gouvernement fédéral concernant certains incitatifs fiscaux. On attend toujours que le Québec s'aligne sur les modalités. On veut avoir un financement adapté aux relèves agricoles pour leur donner des outils et des incitatifs fiscaux pour favoriser la vente à une relève. Présentement, c'est plus avantageux de vendre à un étranger qu'à ton enfant, ce qui n'est pas idéal dans le modèle qu'on veut, affirme la productrice. De son côté, le rapport suggère de mettre en place des politiques misant entre autres sur l'immigration pour faire face à la potentielle crise des compétences qui guette l'industrie. Les auteurs proposent d'attirer 30 000 immigrants capables de reprendre des fermes ou d'établir leur propre production. La solution la plus rapide se trouve à nos frontières. L'octroi d'un statut de résident permanent à plus de 24 000 travailleurs agricoles et 30 000 exploitants pourrait combler les pénuries liées à la retraite et aux postes vacants, écrivent les auteurs du rapport. L'érablière Les Vénérables à Laniel au Témiscamingue a annoncé qu'elle ferme ses portes à la suite d'un différend juridique entre des actionnaires. Sur ses réseaux sociaux, l'entreprise affirme que ce dénouement est le résultat d'une longue dispute devant les tribunaux. L'ancien propriétaire Anthony Salmon aurait été écarté du conseil d'administration à la suite du jugement. Tous les contacts des clients seront remis à la Cour ainsi qu'à la nouvelle administration qui communiqueront sous peu avec vous pour prendre des arrangements, peut-on lire sur la page Facebook de l'entreprise samedi matin. Toutes les réservations seront annulées jusqu'à la fin de la saison. Les clients et les fournisseurs touchés devraient être remboursés, précise la publication. Lancement d'un nouvel appel de projet dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés PRIMA. La ministre déléguée à la Santé et aux aînés, Mme Sonia Bélanger, et la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, soulignent le lancement de l'appel de projet 2023 dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés PRIMA du 12 avril au 14 juin 2023. Les municipalités ayant adopté une politique en faveur des personnes aînées et un plan d'action Municipalité Amie des aînés, MADA, en vertu du programme de soutien à cette démarche, pourront bénéficier d'un financement maximal de 100 000 $ pour la réalisation de travaux d'infrastructure et d'aménagement visant à répondre aux besoins des personnes aînées et à bonifier leur qualité de vie. Les travaux pourront contribuer à l'amélioration, la construction ou le remplacement de bâtiments municipaux d'infrastructures récréatives, de mobilier urbain ou de voirie. Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux aînés, rappelle, avec cet appel de projet PRIMA qui fait suite au PRIMADA,
Nous renouvelons la disponibilité de notre gouvernement à soutenir les municipalités qui s'engagent dans des initiatives visant l'adaptation de leur milieu en lien avec le vieillissement actif de la population. Depuis la mise en place de ces aides financières, les résultats sur le terrain sont très motivants et j'en suis fière. J'ai hâte de découvrir les prochains travaux qui seront concrétisés. L'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées est au cœur des priorités de notre gouvernement, souligne André Laforêt, ministre des Affaires municipales. Nous sommes fiers de travailler en collaboration avec les municipalités qui posent des gestes très concrets pour rendre leur milieu de vie plus inclusif et adapté aux besoins des aînés. Je demeure convaincue, ajoute Mme Laforêt, que les initiatives à venir avec la Prima contribueront à maintenir les environnements dynamiques et sécuritaires dans toutes les régions du Québec. Le ministère des Transports du Québec, MTQ, prévoit consacrer un montant totalisant quelques 173 millions de dollars dans le réseau routier de l'Abitibi-Témiscamingue au cours des 2 prochaines années. C'est ce qu'est venue annoncer la ministre des Transports et vice-première ministre Geneviève Guilbeault lors d'une conférence de presse mercredi dernier à Val-d'Or. Les sommes allouées par Québec ont pour but de mettre en œuvre certains projets comme la réfection de la chaussée et le remplacement de ponceaux sur le tronçon de la route 101-117 à Rouyn-Noranda entre les quartiers Arnfield et Évin, l'asphaltage de la route 395 entre le chemin Vautrin à Pressac et Sainte-Gertrude-Manneville, ainsi que la stabilisation d'un talus à Pressac et la réfection du pont de la route d'Aiguebelle au-dessus de la rivière Kinogévis dans le quartier Montbrun à Rouyn-Noranda. Ces projets figurent parmi les 45 prévus en Abitibi-Témiscamingue d'ici 2025. Il y a un an, le MTQ annonçait des investissements de 177 millions de dollars dans 61 projets. Malgré cette légère baisse, la ministre Guilbeault assure que les priorités de la région ont été respectées. Ce n'est pas une différence significative, ça ne nous empêche pas de faire les projets priorisés, affirme-t-elle. Ce qu'on annonce, c'est le fruit d'un processus d'analyse, de priorisation de la réalité du marché et du travail d'inspection effectué par nos gens. Il y a ici un déficit de maintien d'actifs important qu'on veut résorber, qu'on veut ramener à la moyenne provinciale d'ici 2031. Geneviève Guilbeault ne cache pas que l'inflation cause aussi des maux de tête à son ministère dans la réalisation des projets. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, annonce la mise en place d'une nouvelle ligne téléphonique sans frais qui permet à un témoin ou à une victime de dénoncer toute situation d'inconduite sexuelle ou de violence dans les milieux scolaires. Le tout se fera dans la plus grande confidentialité. Cette ligne téléphonique permettra d'assurer le suivi des signalements auprès des écoles pour offrir des milieux de vie sains et sécuritaires dans le réseau scolaire. Le numéro est le 1-833-336-6623. La ligne est accessible de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi et une boîte vocale est disponible en tout temps dès maintenant. Des préposés retourneront les appels. Il est important de mentionner que le ministère de l'Éducation ne peut se substituer au corps policier, notamment dans les cas d'infraction criminelle. Nous encourageons toute personne ayant subi un acte criminel dans un milieu scolaire ou en ayant été témoin à dénoncer la situation directement à la police en composant le 911 ou en se présentant dans un poste de police. Rappelons également que de nombreuses ressources et organismes communautaires existent pour venir en aide aux jeunes en détresse. Les équipes du ministère accompagneront adéquatement les personnes qui signaleront les situations d'inconduite sexuelle ou de violence et les aiguilleront vers les ressources adéquates. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. La multiplication des cas de violence dans le réseau de l'éducation me préoccupe, dit le ministre de l'Éducation Bernard Drainville. Les élèves qui en ont été victimes dans nos écoles doivent pouvoir rapporter ces situations confidentiellement et en toute sécurité. Grâce à cette nouvelle ligne téléphonique, nous venons leur offrir une ressource d'aide supplémentaire,
La santé et la sécurité des élèves et du personnel scolaire sont mes priorités et je ne ferai aucun compromis là-dessus, dit Bernard Drainville. Cette mesure d'une enquête de portée générale concernant les dénonciations et les allégations d'inconduite de nature sexuelle ou de comportement inadéquat dans le réseau scolaire a été annoncée par le ministre le 21 mars dernier. Le ministère de l'Éducation soutient et accompagne le réseau scolaire par diverses actions. Outils et ressources, formation, structures d'accompagnement pour prévenir la violence et l'intimidation, dont les violences à caractère sexuel, et faire la promotion d'un climat scolaire sain, sécuritaire, inclusif et bienveillant. Des services d'aide et d'accompagnement sont également offerts par des organismes spécialisés pour soutenir les victimes d'actes de violence ou ceux qui en sont témoins. Pensons à Tel Jeune, à InfoAide Violence sexuelle au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC. Un ensemble de ressources est mis à la disponibilité de la population pour permettre de signaler ou d'accompagner toute personne qui souhaite formuler une plainte quant à une situation inacceptable de nature non criminelle dans le monde de l'éducation. L'accès à ces ressources se fait facilement par notre site web du ministère de l'Éducation au www.québec.ca/gouvernement/éducation/coordonnées/plainte. Je répète, pour toute inconduite ou tout comportement inadéquat à caractère sexuel se déroulant dans le milieu de l'éducation, vous pouvez composer le 1-833-336-6623 ou remplir le formulaire de signalement sur le site Internet du ministère. Vapotage. L'exposition des adolescents à la nicotine inquiète les experts. En effet, la Société canadienne de pédiatrie a recensé près de 3000 cas de maladies pulmonaires associées au vapotage entre août 2019 et mars 2020 chez les jeunes de moins de 18 ans. Et ce nombre est en croissance. Souvent présentée comme une solution de rechange au tabagisme, la cigarette électronique expose une grande partie des adolescents canadiens à la nicotine. C'est ce que révèle une étude du Collège universitaire Brescia et de l'Université Western de London. Ces auteurs craignent que l'utilisation répandue des vapoteuses rende les jeunes du secondaire de plus en plus dépendants à la nicotine. Le vapotage chez ces jeunes est un enjeu majeur de santé publique, lance d'emblée Jamie Seabrook, professeur à l'École des sciences alimentaires et nutritionnelles du Collège universitaire Brescia de London en Ontario. Avec leur étude, M. Seabrook et son collègue Evan Wiley de l'Université Western ont voulu déterminer la proportion des adolescents canadiens qui utilisent des vapoteuses contenant de la nicotine comparativement à ceux qui utilisent des cigarettes électroniques qui n'en contiennent pas. Pour ce faire, les chercheurs ont analysé les données tirées de l'enquête canadienne sur le tabac, l'alcool et les drogues chez les élèves, faite en 2019 par Santé Canada. L'enquête a sondé 38 300 élèves du secondaire de la 9e à la 12e année. Notre inquiétude est la possibilité de développer une dépendance à la nicotine, dit Jamie Seabrook, co-auteur de l'étude. Selon Statistique Canada, en 2020, les 2/3 des personnes âgées de 12 à 17 ans qui avaient consommé du tabac et utilisé des cigarettes électroniques ont déclaré avoir essayé les cigarettes électroniques en premier. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. À la suite d'Infotémis, je vous invite à regarder la cérémonie animée par Diana Wabi lors de la présentation des artefacts Témiscamingue First Nation découverts à Fort Témiscamingue en 1971. Vous y verrez les drummers, les elders faire la prière en anglais et en Anishinaabe, ainsi que quelques discours de représentants de Parcs Canada. En terminant, ne manquez pas notre télé bingo du mercredi 18h. Jouez seul ou en groupe, je vous souhaite la meilleure des chances. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. À la semaine prochaine, au revoir.